Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut tout le monde et bienvenue sur Money Tree, vous qui nous regardez sur YouTube ou qui nous écoutez sur votre plateforme de podcast préférée. Bon, déjà, je vous rappelle qu'il est vraiment important de nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si vous en avez l'occasion. Et si vous êtes sur YouTube, évidemment, mettez un like, commentez cet épisode et dites-nous ce que vous en pensez. Ça nous aide vraiment beaucoup parce qu'on voudrait pousser et booster un peu l'algorithme. Donc faites-le s'il vous plaît, c'est vraiment important. Ce contenu, il est gratuit, quelle que soit la plateforme, quel que soit le format dans lequel vous écoutez ou regardez l'épisode. Donc juste filez-nous un petit coup de main, c'est super sympa. On essaie de vous délivrer de la valeur, les invités que j'ai le plaisir d'accueillir et moi. Donc s'il vous plaît, mettez-nous de la force, donnez-nous de la force. On en a besoin. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé que Money Tree participe au Podcaston. Le Podcaston, c'est quoi ? C'est un événement dont le but est de mettre du 25 mars au 31 mars, de mettre en avant une association caritative ou une ONG sur plus de 450 podcasts en France et Money Tree en fait partie. Donc je voulais mettre tout naturellement en avant aujourd'hui une association qui est très chère à l'invité du jour qui s'appelle Yves Alibert. Et j'ai une relation, vous le verrez dans l'épisode, particulière avec Yves Alibert et c'est pour ça que j'avais envie de l'inviter pour qu'il puisse nous partager l'association, l'Ordre de Malte, nous la présenter, nous donner son histoire, nous donner son exécution, aujourd'hui son application et en quoi elle fait du bien aux gens au quotidien, en France, mais aussi à l'international et comment vous, derrière la caméra, derrière vos écouteurs, dans la voiture, en train de faire votre footing, vous écoutez et vous pouvez soutenir ou vous engager, ou même vous verrez aussi vous former grâce à l'association L'Ordre de Malte. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous dis à très vite sur Money Tree. Ciao, ciao. Salut Yves. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Écoute, je suis très content de t'avoir ici. Écoute, alors, je vais expliquer aussi pourquoi je suis content de t'avoir ici, pour plusieurs raisons. Un, on fait aujourd'hui un épisode spécial qui n'a absolument rien à voir avec l'investissement. Pour le coup, qui est d'ailleurs même peut-être à l'opposé. D'une certaine manière, oui. Voilà, qui est absolument pas, on va dire, capitaliste dans l'âme, en tout cas, de l'épisode aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Money Tree, aujourd'hui, participe à ce qu'on appelle le Podcaston. Le Podcaston, c'est quoi ? C'est un événement qui est organisé dans le but de mettre en avant une association ou une ONG de notre choix. Donc, c'est vraiment un événement caritatif qu'organise l'organisme Podcaston, justement. Voilà. Donc, j'ai décidé d'y participer parce que ça me semblait intéressant de le faire et puis parce c'est vrai qu'on parle, nous, toute la journée d'investissement autour du podcast et que j'avais envie de traiter un sujet un peu plus caritatif aussi. Peut-être altruiste aussi, je sais pas. Donc ça, c'est la première chose. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Ordre de Malte et c'est toi qui vas en parler. Parce que évidemment, moi, je connais quelques bases, mais pas tout. Je le fais avec plaisir. Oui. Et la deuxième raison pour laquelle je suis vraiment content de te recevoir, c'est parce qu'on se connaît déjà. Voilà. Plaisir de travailler ensemble. Voilà, exactement. Et que j'ai fait 4 ans et demi, plus de 4 belles années chez toi, dans ton entreprise, que tu as repris maintenant il y a plus de 15 ans, quasi 20. Oui, 17, oui. Mon histoire, c'est Irigardin il y a de 22 ans et je l'ai vraiment reprise il y a 16 ans, je crois. Voilà, donc tu as repris il y a 16 ans le groupe Irigardin, qui est aujourd'hui loin de ce qu'il était quand tu l'as repris, parce que c'est toi aussi qui as franchisé le concept et autres. Donc on va pas parler d'Irigardin aujourd'hui, mais on pourrait en parler dans un autre épisode, c'est intéressant pour les gens qui veulent entreprendre. Toujours avec plaisir. Voilà. C'est toujours avec plaisir. Donc Irigardin, un des leaders français dans le monde de la piscine, donc projet piscine, mais aussi tout ce qui est matériel, accessoires de piscine. Et consommable. Et spa et arrosage. Spa et arrosage. Voilà. T'as déjà oublié quand même. Non, j'ai pas oublié. Trois couleurs. Le bleu pour la piscine, le rose pour le spa et le vert pour l'arrosage. Et t'as vu d'ailleurs, regarde, j'ai un stylo Irigardin rose spa. Tu vois ? Formidable. C'est pas bien-être, voilà. Donc, non, j'avais fait franchement plus de 4 ans chez toi, très content. Et réciproquement, j'étais heureux de travailler avec toi. Voilà. Bah écoute, c'est gentil. Voilà, les parcours se séparent, c'est normal, c'est partie des vies professionnelles et je suis ravi qu'on se retrouve autour d'une autre occasion. Mais c'est ça.
Enfin, non, mais vraiment, c'était. Je le dis sincèrement, et quand je parle d'Eric Jardin aussi, j'en parle comme une très belle boîte avec de belles valeurs et surtout un beau PDG, franchement, qui porte aussi cette image. Donc, c'est très agréable de travailler dans cette entreprise. Voilà. Donc, en tout cas, si vous voyez des offres d'emploi de la part d'Eric Jardin, n'hésitez pas. En tout cas, je saurais vous la recommander si besoin. Aujourd'hui, on va parler de l'Ordre de Malte. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de quoi on se parle? Oui, de manière très synthétique. Il faut savoir que l'Ordre de Malte, c'est une des plus anciennes organisations caritatives du monde, puisque ses origines remontent au XIe siècle. Au XIe siècle, ça a été créé. À l'époque, les hospitaliers se sont installés, je dirais, donc, à Jérusalem pour prendre en charge les pèlerins. C'était du temps des croisades, qui avaient besoin de secours, qui arrivaient, la plupart arrivaient dans des situations très compliquées, parce que le voyage... C'est des longs voyages. Des très longs voyages, avec aussi un peu de problèmes à route, des brigandages, tout ce qu'on peut trouver. Et donc voilà, donc c'était l'origine de l'Ordre de Malte, ça a été de prendre en charge donc, ces pèlerins qui étaient dans les besoins. Et très vite, l'Ordre de Malte est devenu une organisation donc, qui a souhaité prendre en charge, venir au secours et venir aussi soutenir les plus fragiles, indépendamment, et ça c'était important de le préciser parce que c'était assez novateur à l'époque, donc s'occuper des plus fragiles, quelles que soient leurs origines, leur religion ou leur statut social. Parce qu'à la base, c'est donc catholique. C'était catholique, voilà. Et ça a toujours été une institution respectée, en particulier, puisqu'à l'époque, le monde catholique et musulman était quand même fortement en opposition, du temps des croisades. Et l'Ordre de Malte était déjà une association qui était respectée, je dirais, y compris par on va dire, l'opposition musulmane, puisque justement, ils avaient cette volonté de venir en aide et au secours de toutes les personnes, quelle que soit leur religion, encore une fois. C'est important de le dire parce que c'était une position particulièrement à l'époque novatrice. Voilà. Ok. Et donc après, il y a eu un long parcours que je ne vais peut-être pas détailler. Il faut préciser que ça s'appelle l'Ordre de Malte, puisqu'à l'époque, à partir du XIIIe siècle, donc lorsque la Terre Sainte, comme on l'appelait, a été perdue, les hospitaliers donc, de Malte sont partis d'une part à Chypre, ensuite à Rhodes, et ont fini par ensuite arriver sur Malte au XVIe siècle. Voilà. D'accord. C'est ce qui a donné le nom de l'Ordre de Malte. Ok, c'est une question que j'allais poser. D'où ça vient l'Ordre de Malte? Ok, pourquoi est-ce que ça avait un rapport avec Malte justement? Ok, très clair. Voilà. Donc 1048 à peu près. Enfin, j'avais noté ça. On disait 1048, ça fait un bon bout. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait avant. En tout cas, le bâtiment dans lequel on est là depuis longtemps, mais il n'était pas là à cette époque, ça c'est sûr. Donc, ok. J'imagine que le périmètre géographique aussi d'application et d'intervention a bougé. A bougé, oui, puisqu'à l'époque, il faut savoir qu'il y a eu donc l'apogée, si on peut parler de l'Ordre de Malte, ça a été effectivement durant leur parcours, leur installation donc sur l'île de Malte, où c'est devenu une institution très, très importante, qui a pris aussi une composante militaire. Une composante militaire notamment avec une flotte maritime très puissante, qui avait pour objectif aussi quelque part d'intervenir et d'assurer un peu la police des mers quelque part. Et donc, il y a eu notamment, après des heures, on ne peut pas les détailler, mais des épisodes assez glorieux de l'Ordre de Malte, puisque lorsque donc, les musulmans aussi, à l'époque d'envahir notamment la capitale de l'Ordre de Malte, qui était La Valette. Oui. Donc il y a eu à l'époque, c'était vraiment dans le militaire. Qui est toujours la capitale de Malte, d'ailleurs. Qui est toujours la capitale de Malte, bien sûr. Voilà. Et donc ils sont restés là jusqu'en 1800 et quelques. Okay. Et c'est quelque part Napoléon qui a pris possession de l'île lors de, si je me souviens bien, lors du déplacement, lors de la campagne d'Égypte, qui au passage a pris possession de l'île. Et à partir de là, l'Ordre de Malte s'est retrouvé un petit peu donc, apatride et après quelques parcours a fini à terme par atterrir d'une part à Rome. Okay. Aujourd'hui, donc, l'État de Malte, l'Ordre souverain de Malte est installé à Rome. À Rome ou au Vatican? Plus précisément, non, pas Vatican. Pas Vatican, à Rome. Non, c'est donc à Rome en tant que tel. Et donc, il y a donc une villa où ils sont installés, qui est en fait un territoire, d'ailleurs, qui, d'un point de vue diplomatique, est un territoire sous statut diplomatique. Okay. Voilà. L'Ordre de Malte est un État, quelque part, reconnu par plus de 100 autres États, puisque c'est resté. Donc, voilà, c'est une organisation caritative qui a cette particularité. Ok. Voilà, reconnu comme un État, c'est particulier. Voilà, c'est assez particulier. Ce qui est pas totalement d'ailleurs c'est pas quelque chose d'inutile, bien s'en faut, puisque ça a permis à l'Ordre de Malte d'intervenir dans beaucoup de conflits, y compris dans certains conflits en tant que médiateur, y compris dans les temps modernes, durant les périodes au 19e, au 20e siècle. Voilà. Et donc aujourd'hui, après, si vous voulez, chaque pays retrouve après une organisation spécifique, et notamment, c'est peut-être cela dont il faut parler au niveau de la France. Il y a donc l'Ordre de Malte, les œuvres hospitalières de Malte,
en France, où là qui regroupe en fait toute la partie spécifiquement caritative, avec toute une structure, d'une part une structure salariée au siège, il y a quand même des salariés, mais après, dans chaque département, dans quasiment chaque département, il y a des délégations. Et là, puisqu'on est en Haute-Garonne, c'est la délégation de Haute-Garonne, qui est constituée quasi exclusivement de bénévoles. Voilà. Et donc, d'ailleurs, 100% de bénévoles pour ce qui concerne la délégation de Haute-Garonne. Voilà. Donc, salariés plutôt au siège. Il y a quelques salariés au siège. Voilà. Pas plutôt. Il y a un certain nombre de salariés. Alors, il y a des salariés au siège, puisque c'est quand même, il y a 12 000 bénévoles. 12 000 bénévoles quand même, c'est important. Des salariés au siège pour organiser cette structure. Il y a aussi des salariés dans des établissements médicaux. Il y a notamment quelques établissements médicaux de l'ordre de Malte. Oui, j'ai vu qu'il y avait des établissements qui étaient sanitaires, médico-sociaux, qui étaient fixes, figés. Voilà, et là, forcément, c'est du personnel salarié. Et après, il y avait des délégations. Voilà, et dans les délégations, en revanche, les établissements médicaux sont gérés directement par le siège. Les délégations ont des rapports localement, parce que notamment, il y en a une dans le Gers, il y en a une. Il y a un établissement médical dans le Gers. Mais si vous voulez, après, si tu veux, la délégation de Tontel, c'est vraiment orienté sur la partie solidarité et accessoirement secourisme aussi. C'est une activité importante et historique de l'ordre de Malte, le secourisme. Un lien tout à fait avec les origines, puisque l'origine, c'était porter secours aux nécessités, aux pèlerins. Et donc, justement, tu peux nous dire aujourd'hui, quel est le périmètre d'application, sur quoi vous intervenez à l'ordre de Malte ? Voilà. Alors, l'ordre de Malte, le projet de l'ordre de Malte, encore une fois, c'est de venir en aide aux plus démunis. Et donc, il y a une composante donc un peu historique et spécifique qui est le secourisme. Secourisme qui est un peu là, pas forcément directement dans le domaine de la solidarité, puisque on a des secouristes qui interviennent d'une part dans des événements, là pour le coup sur des événements, des rassemblements quelconques, on peut nous solliciter, puisqu'on a des secouristes formés pour tenir des postes de secours, comme dans tout événement. Après, les secouristes peuvent aussi intervenir dans le cadre de situations, évidemment, en cas de sinistre ou autre. Voilà, ça, c'est une partie donc plus spécifique, mais qui n'est, entre guillemets, mise en œuvre que lorsqu'il y a des besoins qui se créent. Sinon, le secourisme est plutôt sur une activité, d'une part, d'intervention de poste, mais aussi de formation. On forme beaucoup de personnes. Soit il y a plusieurs niveaux de formation. Il y a des formations comme les premiers gestes de secours. Et après, il y a des formations de différents niveaux de secours. Mais c'est des formations qualifiantes, vraiment brevet de secouriste, etc. Ah oui, bien sûr. On peut arriver il y a des formations qualifiantes qui peuvent arriver jusqu'à... Donc vous êtes vraiment organisme de formation. Ah oui, on est tout à fait organisme de formation, bien sûr, et reconnu en tant que tel. Voilà. Et après, il y a la dimension solidarité, plus spécifiquement solidarité, qui elle est vraiment un peu le cœur aussi de l'activité de la délégation donc de Haute-Garonne, entre autres, puisque donc dans cette activité solidarité, il y a plusieurs types d'activités. Mais par exemple, pour les citer, on a à la fois ce qu'on appelle des maraudes. Donc les maraudes soit véhiculées, soit pédestres. Alors là, quand une maraude, c'est tout simplement une maraude véhiculée, c'est avec un fourgon qui nous permet de faire des tournées en ville le soir. Oui. Alors, on n'est pas les seuls, puisque ces types d'activités-là sont gérés sous l'égide de la préfecture. Plusieurs associations interviennent, et chaque association, en fonction de ses possibilités et des besoins, je dirais, prend son tour. C'est ce que fait la Croix-Rouge, par exemple, aussi. La Croix-Rouge, ils font des tournées. Le Secours catholique aussi. Ouais. Donc voilà, chacun c'est. Et donc nous, par exemple, on occupe le créneau, si on peut dire comme ainsi, du mercredi et du dimanche soir. Et ça, c'est en fonction du département ? Ça dépend, chaque département a son organisation. Alors, les principales délégations se retrouvent dans les grandes métropoles, puisque les besoins, les gens qui se retrouvent donc dans la rue, c'est essentiellement dans les grandes métropoles. Après, il y a une pauvreté rurale aussi qui existe aujourd'hui, qu'il est plus difficile d'atteindre, sur laquelle on s'interroge et on imagine qu'on pourrait faire des choses, mais là-dessus, ça demande encore un autre type d'organisation. Donc les gros besoins sont des besoins, on va au-devant des gens en général, soit des gens, la plupart du temps, c'est des gens qui sont dans la rue, et donc on va donc entre guillemets accompagner, secourir, alors, avec une volonté importante. C'est certes, le but c'est pas simplement de donner à manger à la personne qui est dans la rue, c'est aussi d'avoir un échange, puisque c'est un des charismes de l'ordre de Malte, c'est vraiment d'essayer de voir toute la richesse de la personne, et c'est vraiment quelque chose qui est inscrit. Alors c'est lié aussi à des origines catholiques et chrétiennes, mais d'autres associations font aussi de très belles choses. Mais en tout cas, ce charisme-là nous amène en fait à vraiment considérer qu'il faut voir la personne dans son entièreté, et quelle qu'elle soit, y compris si une personne dans la rue, il faut essayer de voir toute la richesse qu'elle a et essayer surtout d'échanger avec elle. Ça, c'est très important. Voilà. Et donc, en fait, quand on fait des tournées de maraude, eh bien, on part de ça. Il y a une préparation. Ce sont des bénévoles, des gens qui travaillent dans la journée en général, ou des retraités. On a pas mal de gens de retraités. Ça, c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont un peu plus disponibles. Ouais. Et donc, mais aussi des gens qui travaillent, donc qui sont libres en fin de journée. Et à ce moment-là, par exemple, les maraudes, c'est une activité bien précise. Donc là, sur les maraudes, juste, vous venez en aide aux personnes donc, qui en ont besoin. Vous créez du lien social avec elles. Exactement, voilà. Et c'est quoi comme type d'aide? Alors
as quelques exemples? C'est surtout là où la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après. Ouais. Alors nous, on n'a pas aujourd'hui, il y a d'autres associations qui ont, je dirais, l'étape d'après, qui travaillent sur des positions d'insertion, etc. Eh oui. Nous, en fait, on est vraiment sur le premier niveau d'aide, c'est la personne qui est dans la rue, qui a besoin de se nourrir, qui a besoin de vêtements, qui a besoin d'avoir des couvertures et qu'on peut orienter. Donc toi, tu guéris le symptôme, mais pas forcément la cause au départ. Voilà, c'est ça. Il faut bien être conscient à la fois de ses limites et puis des limites de notre champ d'investigation. Ouais. L'Ordre-Malte aujourd'hui se pose la question, c'est une des préoccupations du plan stratégique, puisque l'association Ordre-Malte a comme toute organisation, toute entreprise et des objectifs stratégiques, et c'est peut-être aussi d'aller un peu plus loin vers ce volet insertion. Oui. Mais aujourd'hui, c'est notre niveau, c'est de porter secours et de porter une attention aux personnes. Dans le premier niveau, c'est du besoin de l'échange, de la nourriture. Donc on fait soit des maraudes, on fait aussi des petits déjeuners, par exemple, pour ceux qui ont peut-être sur le square... j'oublie son nom, qui est sur le parvis de la cathédrale Saint-Étienne, tous les dimanches matins. Ouais. Donc, qui est, pour ceux qui ne sont pas de Toulouse, qui nous écoutent, une des plus grosses cathédrales de Toulouse. Voilà, et donc c'est vrai qu'il faut le préciser. Ouais. Par exemple, donc là, ce qu'on fait, les gens savent, ils savent qu'on est là du 1er novembre à fin mars, on est là tous les dimanches matins. C'est vrai, je l'ai vu plusieurs fois. Donc tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Les gens, soit les gens qui ont dormi dehors ou autres, dans la rue, ou parfois il y a aussi des gens qui dans ce cas-là se retrouvent, ont peut-être un toit, mais dans des situations très grande précarité. Donc ils viennent nous voir et là, donc on leur propose un petit déjeuner et surtout moment d'échange. Il y en a qui peuvent rester 1 heure ou 2 et il y a des moments d'échange très, très naturels et très, très construits. Donc voilà. Donc il y a ce type d'activité-là. On fait par exemple les maraudes, on se fait des petits déjeuners. Il y a une activité visite de maison de retraite aussi. On a ouvert donc récemment un centre d'accueil dans nos locaux où, pour l'instant, 1 fois par semaine, on reçoit pareil des gens qui veulent bien venir nous voir et passer un moment pareil d'échange et puis pourquoi pas avec quelques jeux de société, pour les sortir un petit peu de leur quotidien qui n'est pas forcément toujours le plus rose. Donc j'ai parlé de l'activité secourisme qui est une activité importante chez nous aussi. C'est pas difficile quand, par exemple, je reprends l'exemple de ce que vous faites régulièrement devant le parvis de la cathédrale, sur le parvis de la cathédrale. C'est pas difficile de voir ces gens qui sont dans le besoin de finalement répondre à leurs besoins instantanés et puis de les laisser partir après. Alors. Oui, c'est parfois difficile parce que parfois, j'ai presque envie de dire que parfois on voit des gens qui... je ne dis pas qu'ils sont bien, mais qui gèrent cette situation-là. Oui. Parfois, on en a d'autres dans des situations beaucoup plus compliquées. De même que parfois, là où c'est compliqué, je peux vous citer, là où c'est par exemple... des moments que moi aussi j'ai vécu aussi, c'est par exemple lors des maraudes du soir, c'est je le répète, de 19h à 23h, parfois minuit. Il y a des périodes où ça se passe plutôt normalement, il y a des périodes plus compliquées, notamment pour les périodes de grand froid. Normalement, dans les périodes de grand froid, si vous voulez, on intervient là aussi. La mairie ou la préfecture organise, vous savez, dans les gymnases, parfois peuvent être réquisitionnés, et là, à ce moment-là, on intervient avec d'autres associations pour assurer un accueil, les recevoir, leur servir des boissons, etc. Mais il y a des périodes intermédiaires de grand froid où ce qu'on appelle les plans grand froid ne sont pas déclenchés. Donc vous avez des gens qui dorment dans la rue. Ouais. Certains, j'ai envie de dire, sont presque envie de dire un peu équipés. D'autres sont dans des situations complexes. Et là, alors, on essaie normalement de leur trouver des centres d'accueil, parce qu'on parle 115, le SAMU social, on appelle s'il y a des personnes qui sont en difficulté pour essayer de leur trouver une place d'hébergement. Et il y a toujours des situations où, dans des pics, des moments importants, vous ne trouvez personne. Vous ne trouvez pas de place, vous passez 1 heure au téléphone pour trouver une place pour eux. Alors vous leur donnez tout ce que vous avez, des couvertures, etc., mais vous le laissez dans la rue. Et il y a une forme un peu d'impuissance. Alors, je pense malgré tout qu'on a essayé, au-delà d'apporter des couvertures, des boissons chaudes, etc., et de la nourriture, on a aussi apporté un peu, encore une fois, de chaleur et de prise en compte de la personne. Et c'est bien, mais c'est vrai que c'est parfois difficile. C'est parfois difficile, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement et on ne doit pas faire autrement. On ne peut pas, de toute façon, il faut aussi être conscient de ses limites en tant que bénévole, de ce qu'on peut faire. Voilà. Après, on essaie encore une fois de plus en plus d'orienter, ça nous arrive, donc d'orienter les gens vers des assistantes sociales. Parfois, si vous voulez, vous rencontrez des gens dans la rue qui sont à la limite. On dit toujours que des personnes, vous savez, quand elle reste depuis une personne qui est depuis 2 ans dans la rue, c'est extrêmement compliqué de l'amener à pouvoir se réinsérer. Ce qui est très important, c'est quand les personnes sont depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va très vite. Mais là, à ce moment-là, c'est le moment où il faut pouvoir les orienter vers les bonnes personnes pour pouvoir les raccrocher et qu'elles puissent... parce que parfois, il y a des personnes qui sont
il y a parfois des jeunes, c'est difficile aussi, des jeunes qui sont... on trouve des situations terribles parfois, ou des jeunes qui se sont fait des situations assez étonnantes dans la famille des amis dehors pour X raisons. On a aussi des cas de jeunes qui arrivent progressivement dans cette situation-là. Vous savez, vous démarrez avec un sac à dos, faire le tour de France, et puis, de ce Tour de France, à force, ça dure, et puis on les voit glisser un peu dans ce qui est au départ un côté un peu sympa, Tour d'Europe, Tour de France, ça finit par glisser par son oubli fixe. Et là, il y a des jeunes comme ça. Il y a des jeunes, on voit bien que et donc c'est le moment où il faut absolument essayer de les raccrocher, leur proposer quelque chose, quoi. Donc on essaie de les remettre sur des situations, encore une fois, soit de les mettre en relation, parce que ça passe beaucoup par des systèmes d'assistance sociale ou autre. Voilà. Et après, nous, on fait ce premier niveau-là. Et après, il y a des associations aussi qui intègrent ce deuxième niveau, qui est le niveau de la réinsertion, qui est encore autre chose. Et là, vous êtes en mesure de mettre en relation, certaines personnes? Oui, bien sûr, on est en mesure de mettre en relation. On est capable aussi, après, entre associations, il y a par exemple le Secours catholique qui a des actions qui vont parfois un peu plus en profondeur que nous au niveau, y compris la réinsertion. Voilà, on les connaît très bien, on travaille main dans la main, par exemple. Voilà. Ok, très clair. Et après, il y a un troisième volet qui est, on en parlait, les établissements sanitaires et médico-sociaux. Oui. Ça consiste en quoi? Parce que ça, c'est des établissements qui sont figés. Oui. Alors en fait, c'est simplement des établissements qui ont des raisons d'être un peu historiques. Par exemple, il y en a un qui est dans le Gers et dont je ne me souviens pas malheureusement, je devrais le souvenir de la ville, qui est un médicament qui est remarquable, qui est un établissement qui notamment prend en charge des jeunes très très lourdement handicapés suite à des accidents ou autres, et donc qui parfois les accompagnent durant des années. Okay. Et voilà, donc c'est simplement parce qu'il y avait une composante, encore une fois, qui est liée un peu au statut historique de l'Ordre de Malte, puisque c'était à l'origine un hôpital, l'Ordre de Malte. Il y a eu, notamment pour faire un brin d'histoire, notamment lorsqu'ils étaient à Malte. Ils ont à l'époque, les membres de Malte ont créé, les hospitaliers ont créé un hôpital qui était probablement le plus moderne d'Europe. D'accord. Le plus moderne d'Europe, avec notamment des préoccupations d'hygiène et sanitaire beaucoup plus élevées pour l'époque. Pour l'époque. Notamment, alors, une histoire un peu, qu'on raconte toujours, mais qui est réelle, c'était que notamment, ils servaient la nourriture dans les malades dans des couverts en argent. Ah ouais. Et c'était pas du tout pour une question de luxe. C'est parce qu'en fait, à l'époque, sinon, c'était les cuits en bois, où avec l'hygiène, les microbes, il y avait beaucoup plus de... Donc voilà, pour un côté d'hygiène et de protection sanitaire, ils s'étaient rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de risques de contamination. Ouais. Et donc, voilà. Donc c'était pas bling-bling, c'était vraiment des raisons d'hygiène. C'était parce que c'était à l'époque la bonne manière d'éviter les risques de contamination. Voilà. Et aujourd'hui, ces établissements-là, c'est plus des hôpitaux ou des cliniques, on peut pas y aller pour se faire soigner. Non, c'est des établissements plus d'accueil. D'accueil, attention, c'est des établissements quand même médico-sociaux quand même. C'est pas d'accueil, mais c'est pas effectivement si vous avez un accident sur la route, vous pouvez pas atterrir chez eux. Non, c'est des établissements qui ont une mission particulière. Voilà, notamment celui du Gers que je connais un peu mieux, qui a vraiment cette dimension-là de prise en charge vraiment de ces jeunes polyhandicapés, et donc ils font un travail remarquable de rééducation, et voilà. Ok, très clair. Alors, comment on peut... Est-ce que tu veux ajouter autre chose avant qu'on passe sur peut-être comment soutenir aussi Ah non. Voilà, ce que je peux dire, j'ai décrit, donc il y a aussi, pour donner un petit peu l'ensemble des activités, parce que c'est important, parce que ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on a aussi on accueille toujours avec grand plaisir des bénévoles. Oui. Voilà. Oui, on va en parler justement, comment on peut... Et donc, il y a beaucoup d'activités, donc j'ai parlé des maraudes, il y a les maraudes véhiculées, les maraudes de pédestres qui sont plutôt, là c'est intéressant aussi, notamment sur le format podcast, qui a peut-être beaucoup plus de jeunes encore qui vont les regarder. On accueille beaucoup, on a des bénévoles. Les maraudes pédestres qui ont lieu le mardi et le jeudi soir sont des maraudes organisées par des jeunes étudiants ou jeunes pros. C'est un peu le profil, on va dire aller de 20 à 30 ans. Voilà, et c'est le même travail que les maraudes véhiculées, mais pédestres. Et pareil, ce sont des jeunes remarquables qui vont circuler dans la rue, et pareil, qui vont au-devant, qui ont un rayon d'action plus central dans le centre-ville que nous, que les maraudes véhiculées. Mais donc, maraudes véhiculées, maraudes pédestres, petit déjeuner, centre d'accueil, visite de maison de retraite. Quand je fais cette liste-là, je sais qu'à la fin, je vais dire, bon sang, t'as oublié un truc. Et secourisme. Voilà. Secourisme, si vous secourisme, la fonction des événements. Mais après, il y a une activité permanente de tenue de poste, etc. Et après de formation. Donc, une personne qui est intéressée par le secourisme peut venir chez nous, elle va être formée.
en fonction du temps, elle peut passer plusieurs niveaux. Parce qu'après, il y a des formations au départ d'une journée, après de 3 jours, après d'une semaine, après parfois de 2 fois 15 jours. Voilà. Il y a des formations de très haut niveau à terme. Voilà. Et donc, sur toutes ces activités-là, on accueille très volontiers on est toujours en permanence entre guillemets, en recherche, on peut dire, de bénévoles. Alors, comment, justement, on peut soutenir l'Ordre de Malte en étant soit passif, soit actif? Voilà, donc la première façon de soutenir l'Ordre de Malte, c'est évidemment, pourquoi pas, de se proposer en tant que bénévole. Alors, là, c'est pareil, les gens qui veulent nous rejoindre, je mets tout le monde très à l'aise, c'est pas un contrat de travail. Donc, alors, le but, c'est les personnes qui nous rejoignent, par exemple, personne qui va venir nous rejoindre en tant que bénévole, qui s'intéresse, pourquoi pas, aux maraudes véhiculées. Ce qu'on lui propose, c'est de faire une première maraude avec nous pour être certain de savoir si ça lui convient, parce que c'est quand même particulier. Et il y a des moments très forts, très émouvants, mais enfin voilà, c'est quand même des moments. Oui, aussi, j'imagine que c'est une ambiance, une atmosphère particulière. Voilà, un peu particulière. Donc, généralement, ça se passe bien, mais il y a des personnes qui peuvent dire, ben non, finalement, j'imagine pas comme ça, soit je m'arrête tout court, soit est-ce que vous avez une autre activité qui me correspondrait mieux? Voilà, donc ça. En revanche, après, ce qu'on demande aux bénévoles, c'est, encore une fois, il n'y a pas d'obligation, mais c'est pas une fois en passant. Un bénévole, on dit, bon, là, si vous voulez démarrer, alors on essaie de ne pas épuiser nos bénévoles, c'est-à-dire en clair, on ne va pas dire aux personnes toutes les semaines où vous y êtes. Okay. Par exemple, dans les maraudes, alors les personnes peuvent faire plus, mais ce qu'on demande, c'est par exemple, elles prennent par exemple un tour par mois. C'est-à-dire qu'il y a des équipes constituées, ça revient un dimanche par mois ou un mercredi par mois. On préfère des bénévoles installés dans la durée, plutôt que des bénévoles qui voudraient faire 4 jours par semaine. Et qui vont se cramer. Au bout d'une semaine, parce que voilà, on a tous il faut faire, encore une fois, voilà, tout le monde a ça, on a tous nos vies, nos contraintes et personnelles, professionnelles et familiales, et donc il faut faire ça, et donc ça peut être prenant. Après, on peut faire beaucoup plus, mais c'est plutôt le résultat. Et donc, quand on nous rejoint, on demande a priori aux personnes, après cette période de test, de s'engager a priori dans la durée, enfin au moins pour une année. Ouais. Après, encore une fois, c'est l'engagement qu'on demande, mais si au bout de 3 mois, la personne va arrêter, elle arrête, il n'y a pas de débat. Oui. Mais voilà, mais ce qu'on ne veut pas, c'est que la personne dise je vais venir pour une quinzaine de jours et puis je verrai si je continue. Okay. C'est pas ça. Voilà. Donc ça, voilà, on accueille bien volontiers les bénévoles, et donc encore une fois, il y a toujours une première essai, ou pour les petits déjeuners, ou pour les maisons de retraite, ou pour les maraudes pédestres. Maraudes pédestres, c'est un peu plus, il y a un peu plus de turnover parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Et donc voilà, là c'est un peu moins structuré. Donc il y a toujours beaucoup de jeunes, mais certains, on demande à une certaine régularité, mais ça tourne un peu plus. Ne serait-ce que parce qu'on a des jeunes étudiants, entre autres, qui au bout de l'an partent souvent. C'est ça. Voilà. Mais après, voilà, ça c'est donc le premier levier, c'est le levier du bénévole. Donc évidemment, le deuxième levier, c'est évidemment une association comme l'autre, le levier de quoi? Le levier de don. Par définition, on ne facture pas de prestations aux personnes qu'on va essayer d'aider. Donc là, justement, l'association elle est financée par les dons. Oui, alors en fait, le financement, comme pour beaucoup d'associations, il y a aussi fort heureusement des subventions. Alors à l'échelon national, il y a des subventions, entre autres européennes ou nationales, mais après, il y a quand même une forte composante de dons. Et en local, pour les délégations, elles ont évidemment pour mission, pour fonctionner, de trouver des dons, de récupérer. Non. On fonctionne aussi grâce à des subventions de la préfecture et de la mairie, puisque forcément, on occupe évidemment des missions qui sont importantes pour aussi bien les mairies que la préfecture. Au passage, par exemple, l'Ordre de Malte a été très présent durant aussi l'épisode des réfugiés ukrainiens. Ah oui. Puisque un gymnase avait été mis à disposition où donc il fallait accueillir. Alors on accueillait, donc c'était, le mot est un peu terrible et vulgaire, mais c'était presque une guerre de triage, si on peut dire. Simplement, les personnes arrivaient, elles arrivaient d'un peu partout, de Paris, de Lyon, enfin il y avait plusieurs circuits. Elles restaient là dans ce gymnase-là pendant 2 ou 3 jours. Le temps qu'on leur trouve, il y a eu quand même une très belle mobilisation. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté, c'était remarquable, des gens qui ont accepté quand même d'accueillir chez eux, des gens qui ne connaissaient pas pendant 3 mois. Ils ne parlaient pas la langue. Voilà, et donc nous, en fait, les associations étaient mobilisées. Il y a eu notamment 3 associations, le Secours catholique, les Restaurants du Cœur, l'Ordre de Malte et la Croix-Rouge aussi, 4 d'ailleurs, qui ont été, donc on assurait tous les soirs à tour de rôle, enfin tous les matins, tous les midis, tous les soirs, à tour de rôle des présences pour les petits déjeuners, pour les déjeuners et pour les dîners. Voilà. Et donc voilà, par exemple, ça c'était sous l'égide de la préfecture et de la mairie. Voilà. Et donc voilà. En contrepartie, évidemment, donc, de cette action-là, donc toutes les associations, dont l'Ordre de Malte, eh bien, tous les ans, on a notamment la préfecture nous octroie des subventions, et la mairie aussi, pour aider à faire tourner notre activité. Et après, évidemment, on bénéficie aussi de dons des particuliers. Voilà. Donc, soit directement, qui peuvent se faire soit directement au siège parisien, donc comme toute association, c'est le schéma classique. Ça peut se faire aussi par le biais de la délégation, sachant qu'on les revoit à Paris parce qu'il y a une nécessité de
de comptabilité, centralisée, puis de déduction fiscale. Et oui. Parce que nous, tu peux nous en parler justement des déductions fiscales pour les particuliers ou pour les professionnels, parce qu'une entreprise peut aussi... Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a donc une déduction fiscale classique qui est bien connue, qui est de 50% de déduction fiscale du don. Oui. Et pour des associations comme les nôtres, qui sont des associations reconnues d'utilité publique et en faveur des plus démunis, etc., ça peut aller jusqu'à 75%. Okay. Voilà. C'est-à-dire que, alors là, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais sur votre feuille d'impôt, c'est marqué. Donc là, c'est un crédit d'impôt. Voilà, c'est un crédit d'impôt. C'est-à-dire que si une personne, si elle donne 100 euros, ça va lui coûter au mieux 50 euros. Ouais. Et si elle rentre dans le... Parce que je crois que c'est limité, la déduction de 75%, limitée jusqu'à 500 ou 600 euros, je crois. Okay. Mais si c'est les premiers 100 euros qu'elle donne sur une association Colombe de Malte, elle peut même là le mettre dans la rubrique qui lui octroie une déduction à hauteur de 100. Donc 100 euros, ça vous coûtera 25 euros. Ok. Voilà. Et pour une entreprise, un entrepreneur qui voudrait... Un entrepreneur, c'est un niveau de déduction, je ne voudrais pas dire de bêtises, il me semble c'est, je ne sais pas si c'est pas 60% de déduction, je crois, pour une entreprise qui veut donner, qui veut faire site de don. Voilà. Donc là, c'est pareil. Là, pour le coup, c'est pareil, c'est vraiment c'est en déduction... en déduction d'un crédit d'impôt, pareil. Okay. Voilà. Okay. Et donc voilà, donc c'est vrai que on a effectivement, là où c'est intéressant, certaines entreprises qui ponctuellement peuvent faire des dons. On a par exemple, il faut le savoir que on a récemment, par exemple, on avait notre fourgon pour les maraudes qui était en train de rendre l'âme, puisqu'ils ont depuis plusieurs années. Et donc on a eu ce fourgon, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a, c'est intéressant pour vous montrer un peu la consigne. Il fallait donc qu'on soit en mesure de le financer, parce que c'est très cher, ces genres de fourgons. Il y a d'une part avec la fondation AXA qui finance 50% de ce type d'investissement, c'est quand même au niveau national. D'accord. Il fallait qu'on trouve les 50% restants. Alors d'une part, on a un fourgon qui nous était proposé par Peugeot avec là aussi c'est un accord national, une remise, avec une remise autre qu'une remise commerciale, plus importante quand même. Ouais. Mais sur la solde restante, c'est quand même des fourgons, même malgré la remise, parce qu'ils ont quelques équipements spéciaux, c'est quand même des fourgons à investissement de l'ordre de 40, même malgré la remise. Oui, parce qu'ils sont équipés. De 40 à 50 000 euros. Et bien là, on a pu bénéficier, entre autres, de l'accompagnement, là pour le coup, d'entreprise. C'est une association qui mérite aussi qu'on la mette en lumière, c'est le Cœur des entreprises. Alors, le Cœur d'entreprise, c'est un regroupement d'associations de regroupement d'entreprises qui a pour but justement de rapprocher les entreprises et les collaborateurs des entreprises, des associations comme l'Ordre de Malte ou autres. Voilà. Donc eux, ils centralisent. Alors eux, cette association-là a pour but de rapprocher, soit de financer, mais aussi d'amener les collaborateurs, de proposer aux collaborateurs des missions ponctuelles ou permanentes. Et au passage, pour la petite histoire, Iris Jardin fait partie des 15 membres fondateurs de cette association. D'accord, le Cœur des entreprises. Le Cœur des entreprises. C'est local ou c'est national? C'est toulousain, c'est local. Toulousain, et on retrouve là-dedans, le président, c'est notamment Philippe Chausson. Voilà. Ah oui, Chausson Matériaux. Voilà. Bien, si j'en cite certaines, je vais en oublier d'autres, mais enfin, vous avez des entreprises comme Cargo, comme Actia, il y a des très belles entreprises aussi. Et donc ces 15 entreprises-là, qui sont des entreprises fondatrices, et aujourd'hui ça agrège d'autres entreprises, donc ça amène évidemment des fonds. Et là, par exemple, le Cœur des entreprises a financé à hauteur de la moitié ce fourgon-là. Voilà. Et ce qui nous a permis, après, avec l'aide du siège aussi, grâce à la fondation AXA, qui finançait l'autre moitié, ça nous a permis de bénéficier de ce fourgon parce qu'il fallait absolument avoir un nouveau. Et là aussi, grâce au Cœur d'entreprise, on a bénéficié il fallait faire un aménagement intérieur. C'est une entreprise qui s'appelle Sérignac, que notamment l'entreprise Chausson connaissait. Voilà. Et tout ça, il y a quand même beaucoup de... Oui, il y a du réseau. Il y a du réseau. Donc ça a permis de mettre aux normes ce fourgon-là et qui aujourd'hui est tout neuf. Et donc on a de nouveau un fourgon qui fonctionne parce qu'il marchait une fois, ça commençait à devenir compliqué. Les portes qui s'arrachaient, c'était un peu compliqué. Non, mais j'imagine qu'il y a de l'usure, forcément. Donc comme quoi une entreprise, il y a quand même on est quand même dans un système assez remarquable quand même, à la fois de soutien donc des personnes individuelles et de plus en plus quand même des entreprises. On voit quand beaucoup d'entreprises prennent conscience de cette dimension sociétale. Sociétale. Ça fait partie évidemment du grand cercle de la RSE, mais je pense que les entreprises se rendent compte qu'elles ne peuvent plus évoluer comme le faisaient autrefois avec un seul objectif. C'est la dirigeante. L'objectif profit. Indépendamment, c'est plus possible de continuer uniquement dans cette voie-là, parce que de toute façon, même pour pérenniser l'entreprise, il faut y mettre autre chose. On le sait, il faut y mettre du sens, il faut y mettre beaucoup de valeur. Et donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui s'engagent, et encore une fois, ce qui fait le succès, on peut parler comme ça, du cœur de l'entreprise. Mais c'est intéressant d'engager des collaborateurs justement comme ça, qui d'eux-mêmes n'iraient pas peut-être... Voilà, l'intérêt, c'est de proposer. Donc, on a créé, je dis on, parce que je fais partie aussi des deux côtés, en l'occurrence, j'étais hors de Malte, là, mais aussi cœur des entreprises. Donc, en tant que cœur d'entreprise, on propose donc un site. Et sur ce site, on propose des missions. Et les entreprises peuvent aussi, par exemple, donner, c'est notamment ce qu'on fait chez Iris Jardin, donner un crédit d'heure à disposition des collaborateurs
pour qu'ils puissent s'engager. Alors bon, il faut bien le gérer, hein, il ne faut pas que les gens partent n'importe quand, mais voilà, on donne un crédit d'heure pour permettre à des collaborateurs éventuellement d'engager des actions de solidarité, au moins de mettre le pied à l'étrier, puis après d'aller plus loin si elles le veulent. Et on propose donc des missions, alors ça peut être des missions pour l'Ordre de Malte, mais des missions pour le Secours catholique, pour le Restaurant du Cœur, enfin, toute association toute association. On nous présente des projets, et on dit, oui, ça peut correspondre aux objectifs du cœur de l'entreprise, et donc si on valide, et on le valide bien volontiers en général, hein, et ça apparaît, voilà. Donc ça amène des collaborateurs qui n'auraient pas forcément eu l'idée ou ne savaient pas comment approcher une association caritative, eh bien ça leur permet d'avoir une entrée, voilà. Et donc ça c'est ce partenariat donc entre les associations et les entreprises est quelque chose, je pense, de à la fois très porteur, très important et je pense d'indispensable parce que si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que les pouvoirs publics deviennent de plus en plus impécuniers, hein, avec des moyens de plus en plus limités. Et donc forcément, je pense que c'est entre autres aux entreprises de prendre le relais. Hein, voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que. Et là, c'est ouvert le cœur d'entreprise si une entreprise veut rejoindre. Oui. Alors il y a une comment dire. Ça demande une analyse du dossier, mais en principe, on est très content, au contraire. Hein, on est toujours très ouvert. Alors bon, je ne vais pas parler à la place de notre président, entre autres, mais en principe, bien sûr okay. Qu'en tout cas, une entreprise qui souhaite rejoindre le cœur d'entreprise, bien sûr, sera de toute façon accueillie. Il ne faudrait pas qu'il y ait il n'y a pas de raison. Alors, ce qu'on souhaite en général, c'est que ce soit plutôt des entreprises locales, hein, puisqu'on veut que le centre de décision, en tout cas que les centres de décision soient locaux. Locaux, quand je dis locaux, c'est Haute-Garonne, Toulousain en principe. Ouais. Voilà. Pour pouvoir décider vite, il faut que ce soit des systèmes très vite et très rapides. Et pour qu'on soit ce qu'on recherche avant tout, c'est l'efficacité. Ok. On va mettre le lien de l'association Le Cœur des Entreprises dans la description de l'épisode. On va mettre le lien, évidemment, du site de l'Ordre de Malte, parce que je ne l'ai plus en tête si c'est .com, .fr, .asso, .org. ordemalte.org. Oui. Ça doit être ces associations à l'époque, c'était ça. Oui, c'est ça. En 1048, je pense que c'était ça les noms de domaine. .org, ça devait être quand ils sont achetés le nom de domaine. Donc, ok, ordemalte.org, mais en tout cas, tapez sur le Google, mais on mettra quand même le lien vers l'association. Donc, vous pouvez faire un don. Bien sûr. Pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, faire un don sur l'Ordre de Malte directement. J'étais allé voir, effectivement, c'est assez simple, il n'y a pas de sujet. Et vous pouvez aussi contacter une délégation directement, puisqu'il y a les coordonnées directement des délégations départementales. Voilà, donc sur l'Ordre de Malte, il y a les délégations, il y a un numéro de téléphone, on peut laisser un message. Il y a, je crois même qu'il doit y avoir mon numéro de portable. Alors non, figure-toi, je suis allé voir, il y a bien marqué Yves Alibert et c'est un 05. Ah, voilà. C'est disparu. C'est pas moi qui l'ai fait disparaître. Je doute que ce soit chez toi. Oui. Mais alors, il y a parfois il y a des permanents, mais il n'y a pas tout le temps des permanents. Mais il y a une messagerie qu'on écoute régulièrement. Message, okay. Et après, sinon, il y a un mail. Hein, formulaire de contact ou le mail. L'idée le plus simple, c'est encore le mail. On rappelle systématiquement. Hein, j'ai chez moi demandé à une personne, je le fais moi-même, mais très souvent, j'ai une personne qui est dédiée à ça, qui appelle, qui donne les premiers renseignements, qui permet à peu près de voir, essayer de diriger la personne en fonction éventuellement de ses projets. Et puis voilà quoi. Et après, encore une fois, ça se fait très naturellement et très simplement. Voilà, mais comme tout milieu associatif, je pense, hein, voilà, ça se fait, c'est beaucoup de simplicité, voilà, beaucoup de. Voilà. Puis après, évidemment, on essaie de faire vivre, je fais un peu de publicité pour l'association, hein, on essaie de faire vivre, il y a toujours quelques moments de convivialité, on essaie de faire quelques réunions, ça se termine toujours par... Entre bénévoles. Oui, entre bénévoles, par un petit pot ou pour ceux qui veulent, hein, ou par un petit buffet, voilà, c'est aussi, voilà, mais on essaie de faire vivre un peu c'est très important aussi. Mais créer du lien aussi entre les bénévoles. Du lien entre bénévoles, et voilà. Et encore une fois, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a tout le monde, mais tout ça, ça passe très bien, quoi. Ok. Voilà. Bon, mais merci Yves, en tout cas, de nous avoir présenté l'Ordre de Malte. Je pense que c'est assez clair. En tout cas, ça l'est pour moi. Mais merci de m'avoir permis de le faire. Je suis toujours ravi de parler de cette association dans laquelle moi je me suis engagé pour la petite histoire il y a maintenant aussi, je crois que ça doit remonter à 2014, je crois. Ah oui, donc 10 ans. Voilà, et donc, et comme beaucoup d'associations, c'est quelque chose de très... je pense que si des gens veulent nous rejoindre, c'est ça. Alors, comment dire ? C'est intéressant parce que je fais partie tout à fait de cette catégorie de personnes qui ne pensaient pas, je dirais, être capables ou portés vers ce type d'action. Hein. Puis après, on est un peu aspiré par le mouvement. Et voilà, on se retrouve, encore une fois, en toute modestie, hein, je n'ai pas la prétention de faire des choses extraordinaires, mais on se retrouve finalement capable de s'occuper de personnes qui sont vraiment, qui ont des besoins, et des personnes en grande fragilité. Et
c'est très sincèrement très enrichissant de le faire. Ça te donne un peu de sens aussi Oui, aux voilà, valeurs humaines. on a des moments difficiles, mais des belles émotions, et c'est quelque chose de très enrichissant. Voilà, donc si quelqu'un est tenté par l'aventure, qu'il n'hésite pas, et je pense que c'est une belle aventure. Merci pour la conclusion en tout cas, et je te dis à très bientôt sur peut-être d'autres sujets. Toujours avec plaisir. En tout cas, on en a plein. Il faut en avoir plein quand même. Oui, tout à fait. Je te remercie, Julien. Merci beaucoup, Yves, à très bientôt. Merci. Ciao.